Bonsoir Clara. Bonsoir. Merci déjà d'accepter de répondre à mes quelques questions. Je vais te laisser déjà te présenter. Je m'appelle Clara Jean, je fais une thèse en économie sur les stéréotypes en ligne et les biais des algorithmes. Donc je fais cette thèse à l'Université Paris-Sud et en fait je travaille chez Epitech donc, pour bosser sur cette thèse en tant qu'ingénieur recherche et développement. Très rapidement, juste nous expliquer avec les recherches que tu entreprends, comment ça fonctionne grosso modo. Alors je pense que dans un premier temps il faut dissocier les différents types d'algorithmes en fait, qu'on a dans l'IA. Donc il y a les algorithmes qu'on appelle supervisés, qui eux, on va dire, sont pas forcément, je pense, l'objet de ta thèse. Ça va être plus les algorithmes non supervisés, où en fait il y a un apprentissage qui est fait de l'algorithme sur l'entraînement qu'il reçoit, sur ce qu'il apprend de l'interaction entre les individus. Et en fait, on n'arrive pas trop à savoir on met un input et on observe un output, mais on ne sait pas tout ce qui se passe entre les deux. Et en fait, ça donne parfois des outputs qui sont un petit peu surprenants, qu'on peut interpréter, alors je ne sais pas si le terme de biais est plus adapté, mais voilà, ça peut être des résultats qui sont assez surprenants. En termes de biais, donc on a différents types de biais. Ça va être des biais sur, par exemple, l'origine ethnique, le genre de l'individu, le sexe de l'individu. Ça peut être sur des biais portant sur des choses vraiment différentes. On a par exemple une chercheuse américaine qui s'appelle Latanya Sweeney. C'est, je pense, une des premières, parce que c'était en 2013 qu'elle a continué ses travaux et c'est tombé sur un truc totalement par hasard. Elle a tapé son nom sur Google et elle a vu qu'elle avait une pub pour les Criminal Records, en gros savoir si elle avait un casier judiciaire. Donc c'était une publicité pour tester si elle avait un casier judiciaire, et quand elle a mis le nom de son co-auteur, qui était plutôt de natif américain, il n'avait pas cette pub là. Donc il y a eu beaucoup aussi une étude sur le biais au final des stéréotypes de genre. Un premier papier en fait qui est d'un chercheur de la Carnegie Mellon University et qui en fait avait fait une pub sur les STEM, donc Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc là c'était pour des jobs STEM, et il observait que clairement la publicité elle était moins diffusée aux femmes qu'aux hommes, mais sans trop savoir pourquoi. Et en fait il y a eu un deuxième papier de Lambrecht et Tucker, qui sont aussi deux chercheuses, une du MIT et l'autre de la London Business School, et qui en fait ont reproduit une publicité, elles c'était donc sur Facebook, pareil pour des STEM jobs, et elles ont vu qu'elles ont conduit donc une publicité dans une par 191 pays, donc ça fait 181 publicités. Et ce qu'elles ont observé, c'est que, pareil, cette publicité donc, pour les STEM jobs était moins diffusée aux femmes qu'aux hommes. Mais dans leur cas, elles ont essayé de trouver un petit peu, de chercher une explication pourquoi, en fait, c'était le cas. Et dans leur étude, ce qu'elles montrent, c'est qu'au final, les femmes sont ce qu'elles appellent more expensive eyeballs. En gros, elles sont, on va dire, plus chères à atteindre. Pour les advertisers, pour les publicitaires, parce que la compétition est plus forte sur les femmes, sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup, je grossis vraiment le truc, mais le e-shopping, etc. Où peut-être les femmes vont être plus sensibles, et je pense qu'il y a aussi une question de l'économie de l'attention, nous en économie, où les femmes, on va dire, sont peut-être percutent plus, elles ont moins besoin d'être rappelées en fait ce type de publicité, ce qui fait que voilà, leur attention est vraiment précieuse. Et donc elles justifient ce biais, parce qu'elles sont plus chères à atteindre, et deuxièmement parce qu'elles appellent des spillover. En fait c'est parce que moi advertiser, moi publicitaire sur la plateforme, je value de manière plus élevée les femmes, donc pour les atteindre je mets un bid, donc un bid plus élevé. Et l'algorithme en fait se rend compte que moi je value les femmes de manière plus élevée que les autres, et il apprend en fait mon comportement et il le reproduit pour le prochain. Et c'est ce qu'on appelle des spillover en fait. Donc elle l'explique comme ça. En fait, l'algorithme en lui-même ne peut pas être discriminant par essence. Alors, il reproduit, ou parfois tu m'avais dit qu'il est capable aussi au contraire, de révéler et peut-être de les corriger par lui-même. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, c'est vrai que on va dire que tous les informaticiens vont me dire
oui, non, nous on ne développe pas les algorithmes pour qu'ils soient discriminants et c'est le cas. Donc c'est clairement pas une volonté d'instruire des biais dans l'algorithme. Le problème c'est que ces algorithmes sont en constante évolution. Donc du coup, on va dire que les paramètres de l'algorithme changent au fur et à mesure de l'interaction avec les gens, en fonction de ce qu'il apprend, que ce soit sur les bases de données sur lesquelles il est entraîné, sur le comportement des individus. Donc voilà. Ça, et clairement, ça a déjà été un petit peu montré que sans le vouloir, les individus qui développent ces algorithmes, qui sont, on va dire, c'est une grosse quand même majorité masculine, qui développent ces algorithmes, inconsciemment, mais vraiment inconsciemment, introduisent des biais dans l'algorithme, par exemple, dans la reconnaissance d'images, par exemple. Le fait, on a vu, c'était Google qui avait eu ce petit couac où en identifiant des images de 2 personnes afro-américaines, il les a identifiées comme des singes, des gorilles. Donc voilà, et ça c'est clairement en fait le manque d'entraînement qu'on subit, qu'on fait faire à l'algorithme. On l'a entraîné très certainement sur des images d'individus blancs, etc. Donc pour lui c'était très facile d'identifier, de faire la différence entre un individu blanc et un chat par exemple. Par contre, dès qu'il s'agit de personnes noires, clairement là il comprend plus difficilement. Ouais. Il a moins l'habitude, il est moins entraîné sur ce sujet-là. Il n'a jamais rencontré ce cas-là. Du coup, lui, il se rapproche de ce qu'on lui a le plus appris. Et le côté noir, il se rapproche du singe. Donc pour lui, c'est totalement logique de faire ce lien-là. Et c'est vrai qu'il y a des chercheurs maintenant avec tout ce qui est technique de machine learning, etc., qui au final utilisent le machine learning, mais là, on va dire c'est le côté plutôt supervisé pour au final révéler peut-être, on va dire que c'est de la prédiction de l'aide à la décision. D'accord. C'est de l'aide à la décision, mais qui révèle au final des biais humains. Donc ça, c'est ce que avait montré Kleinberg et ses co-auteurs dans un article qu'ils ont publié en 2018, où en fait ils prennent toutes les décisions de justice, tout d'abord dans l'État de New York, et du coup ils ont un sample, un dataset. Ils le splitent en 2, ils entraînent un algorithme sur la première moitié, ils voient un petit peu comme ça leur permet d'estimer leurs paramètres, de faire de la prédiction. Et en fait, après le but c'est de l'entraîner sur l'autre partie, le parti qui n'a pas servi à l'entraînement. Donc de le tester plutôt sur l'autre partie. Et en fait ce qu'ils ont vu c'est qu'ils ont recalibré l'algorithme en fonction, on va dire, des pénalités, c'est-à-dire si je fais un vol, la pénalité c'est tant, etc. Et ça, on veut dire, c'est la même peine pour tout le monde. Et ils se sont rendus compte au final que l'algorithme donnait des décisions de justice plus justes envers les hispaniques et les afro-américains. Donc c'est-à-dire que là c'était vraiment au final un bien humain. Le juge va avoir peut-être, certains juges en tout cas, vont avoir une perception de l'individu qui est en face d'eux, qui va potentiellement alourdir la peine qu'il a alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc là, les algorithmes aident à faire au final une prise de décision plus juste. Une prise de décision et de mettre en contraste un petit peu, s'il y a des biais dans les algorithmes, c'est parce qu'il y a aussi des biais humains et on en a identifié un qui est celui-là dans le cas des décisions de justice. Moi, dans ma thèse, tu sais que je parle beaucoup de l'absence des femmes dans la tech pure et dure. Quel est ton point de vue sur le sujet finalement, sur ce que Après, c'est clair que c'est un fait, je veux dire, un domaine très masculin. Donc qui fait que il y a des biais qui émergent. Je pense que c'est pas aussi la seule source de biais. Il faut être beaucoup plus vigilant. C'est sur les datasets, sur les sets de données sur lesquels on entraîne les algorithmes. Clairement, l'entraînement des algorithmes doit être vraiment regardé. Parce que c'est très important, je veux dire, ils apprennent sur une base de données. Si les données qu'on leur donne sont elles-mêmes biaisées, ils reproduisent que ce qu'ils apprennent. Donc, entre guillemets, c'est pas tellement de leur faute, c'est ce qu'on leur a appris à faire. Qu'est-ce que tu entrevois en fait comme solution, ou du moins comme hypothèse de solution pour lutter contre ces biais ou la reproduction? Peut-être, je ne sais pas. C'est un débat totalement ouvert sur est-ce qu'il doit y avoir une autorité de régulation en fait, sur ces algorithmes. C'est vraiment une question qui se pose parce que en fait, c'est toujours l'arbitrage. Est-ce qu'on met une autorité de régulation, mais ça peut freiner l'innovation mais
d'un autre côté, on ne peut pas non plus laisser tout le monde faire tout et n'importe quoi. Donc je pense que oui, il faut avoir clairement des critères sur les bases de données sur lesquelles les algorithmes sont entraînés, voilà, pour essayer de cadrer un petit peu le truc, même si il y a forcément une part sur laquelle on ne maîtrise pas. Et puis après, je pense aussi que c'est déjà un petit peu ce qui est fait en France avec Transalgo, je pense que tu vas en parler un petit peu, qui travaille sur ces sujets-là, sur la transparence des algorithmes. Et c'est ce que disait par exemple Aurélie Jean sur l'algorithme d'Amazon, où Amazon avait créé un algorithme en fait, pour recruter ses employés, et ils se sont rendus compte que l'algorithme discriminait. En fait, l'algorithme attribuait un score toujours plus faible pour les femmes. Donc en fait, il recrutait jamais de femmes. Voilà, et Aurélie Jean a fait une interview du coup sur ce sujet, où elle dit qu'il ne faut pas tomber sur le nez d'Amazon sur, on va dire, ces erreurs-là. Parce que après ça, en fait, ça va clore le débat. Les entreprises ne vont plus s'exprimer, ne vont plus oser s'exprimer, et du coup on ne pourra plus tellement investiguer ce qui se passe et comment on peut faire face au final à ces biais. Après je pense que clairement ce qu'il faut faire, c'est essayer de les tester, de comprendre un petit peu ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Voilà, ça c'est un petit peu ce que moi en tout cas j'essaie de faire dans ma thèse, de les tester. Et puis ensuite aussi je pense qu'il faut clairement jouer carte sur table et avec les entreprises qui le souhaitent. Je pense que les grandes entreprises sont typiquement habituées à gérer ce genre de situation, mais leur dire voilà, nous on a identifié tel biais sur votre plateforme, est-ce que vous êtes au courant ou pas? Parce que des fois on va dire oui, on va incriminer Google ou Facebook ou oui, ils ont un biais, c'est pas possible qu'une plateforme comme ça ne sache pas qu'il y a un biais, mais ils ont peut-être je sais pas combien de publicitaires à la journée qui font des pubs. Donc oui, c'est leur rôle de surveiller ça. C'est pour ça que maintenant on a des data chief officers qui s'occupent de regarder la qualité des données, etc. Mais je pense qu'il faut clairement ouvrir un dialogue avec eux et collaborer avec eux. Et ça, c'est, je pense, ce qu'a très bien compris, on va dire, le côté nord-américain, où les conférences, là où j'étais, les conférences, c'est entre les académiques, mais aussi les entreprises. Les entreprises viennent apprendre de ce que les académiques font, et vice-versa. Nous aussi, on a besoin des entreprises pour faire nos expérimentations, et je pense que clairement, il faut ouvrir le dialogue sur ce genre de problématiques. Voilà, essayer de trouver un compromis sur ce qui est acceptable d'un côté consommateur, utilisateur, et ce qui est acceptable du côté de la plateforme, pour tout ce qui est génération de profit, éthique, des données, ce genre de choses. Donc je pense que clairement la solution elle est peut-être un peu là, c'est de vraiment essayer de débloquer le dialogue et de collaborer avec les plateformes. Et tu as la sensation qu'en France il est plus bloqué que parce que tu reviens de Boston. Oui, c'est quelque chose qui m'a interloqué quand j'étais là. Il y avait des gens de Twitter, de Zalando, de Booking, et clairement les individus, les personnes qui étaient là, elles venaient. Non, nous on ne présente pas, on vient écouter en fait. On vient apprendre, on vient voir. Ce que nous on peut faire de notre côté, ce qui serait intéressant pour nous de faire. Et je pense qu'aux États-Unis, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus, on va dire, il y a un peu plus de liens entre eux. Et je pense que clairement c'est ce qu'il nous faut, on a des compétences complémentaires. Je veux dire, clairement, ils font pas de l'économie, ils font sûrement de la stat, mais je veux dire, c'est pas leur but premier. Nous, on a besoin d'avoir accès à des données, d'avoir des projets. On a des compétences complémentaires et je trouve que c'est dommage de ne pas s'en servir pour au final faire progresser l'ensemble. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Clara. Merci à toi. Et puis écoute, bon courage dans tes recherches. Ouais, merci. Et à très bientôt. Ouais.